Bonjour, je suis Valérie Scarcerio, je suis directrice scientifique chez Gamida. Gamida, on a un distributeur pour la France et les pays d'outre-mer de plusieurs dispositifs médicaux, dont l'ODM+, qui est un Doppler œsophagien fabriqué par la société Deltex. Le Doppler œsophagien va devenir un outil indispensable dans la problématique du remplissage. Cette courbe qui vous montre les risques de morbidité par rapport au remplissage en péropératoire nous indique qu'il y a un risque d'hypovolémie qui va altérer le transport en oxygène, entraîner une hypoperfusion tissulaire et une hypoxie tissulaire, mais que si on en met trop également, on arrive sur le risque d'hypervolémie avec des congestions, des œdèmes pulmonaires, des défaillances cardiaques. Pour chaque patient, il va donc falloir adapter le remplissage pour se trouver dans cette zone où, en donnant la bonne et la juste quantité, on a le moins de complications possibles en post-opératoire. Pour mettre en place cette stratégie, il y a de nombreuses recommandations qui existent. Les premières sont celles de la SFAR de 2013, qui ont été validées par des experts du domaine. Ces recommandations, il y a 3 recommandations importantes. La recommandation 1, elle dit que chez les patients à haut risque, il faut titrer le remplissage vasculaire avec une mesure du volume d'éjection systolique. Toutes ces recommandations, comme vous le voyez, sont du grade 1+, donc c'est le plus haut niveau de puissance. La recommandation 2 explique qu'il faut interrompre le remplissage vasculaire si le volume d'éjection systolique n'augmente pas. Et pour finir, la recommandation 3 propose de réévaluer régulièrement le volume d'éjection systolique, surtout quand il y a eu des instabilités hémodynamiques. La SFAR a donc établi un algorithme de manière à mettre en place cette stratégie. C'est-à-dire qu'on va faire des épreuves de remplissage. On autorise environ 200 millilitres assez rapidement, 5 à 10 minutes, et on regarde immédiatement les fluctuations du volume d'éjection systolique. Si on arrive à augmenter de plus de 10%, on considère que le patient était répondeur, et donc on va s'autoriser une nouvelle épreuve de remplissage. Par contre, si le VVS n'augmente pas ou n'augmente que de 5%, surtout on arrête de remplir et on évalue régulièrement la situation. Ça va donc permettre au patient d'arriver sur le plateau de sa courbe de Starling, comme vous pouvez le voir sur la droite. Il y a d'autres recommandations qui ont été publiées l'année suivante. Cette fois-ci, c'est la SFAR en collaboration avec la Société française de chirurgie digestive, plus dans un protocole de RAC, de réhabilitation accélérée après chirurgie, et donc qui s'intéresse à des tas d'étapes dans le parcours patient, mais la recommandation 12 parle justement du remplissage des patients et stipule qu'il faut avoir un outil pour monitorer la volémie. Il précise également que le Doppler œsophagien représente la technique la moins invasive et qui a fait l'objet d'un plus grand nombre de publications. L'an dernier, là encore, dans un travail en collaboration avec la SFAR et la Société française de chirurgie thoracique et chirurgie vasculaire, il y a eu un texte traitant de la RAC après lobectomie pulmonaire. Et là encore, il y a une recommandation pour titrer le remplissage vasculaire PEROP avec un monitorage hémodynamique en privilégiant le Doppler œsophagien afin de diminuer les complications post-opératoires. On a donc vu qu'il fallait utiliser le Doppler œsophagien. On va voir un petit peu comment ça marche et quels sont les principes de mesure. Le principe de la mesure, donc, c'est du Doppler, donc on va mesurer les vitesses avec une sonde positionnée dans l'œsophage face à l'aorte descendante. Et donc à chaque battement, la vélocité sanguine dans l'aorte descendante va être détectée par le Doppler. On obtient donc un signal
des vélocités, donc des vitesses, en fonction du temps. On a donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive animée, la sonde qui généralement va se trouver au niveau de T5, T6 et qui va envoyer des ultrasons sur la aorte descendante qui vont être réfléchis. Et de cette manière-là, on va calculer la vitesse des globules rouges dans la aorte descendante. Se feront ensuite des calculs pour calculer le volume d'éjection systolique dans l'aorte descendante qui correspond à la surface de l'aorte descendante multiplié par l'ITV, donc l'intégrale temps-vitesse. La surface est déterminée à partir d'un ABAC, qui est un brevet d'ELTEX, qui dépend de l'âge, de la taille et du poids du patient. Et l'ITV, l'intégrale temps-vitesse, en fait, elle est mesurée à partir du signal Doppler, qui correspond à l'air sous la courbe. Ensuite, pour calculer le VES, on estime que 70% du volume part dans l'aorte descendante et 30% sur les troncs supérieurs. Deltex a sorti un nouvel appareil en 2017 avec une nouvelle interface et une plateforme multitechnologique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que du Doppler seul de disponible. En effet, avec l'ODM+, on a à la fois la technique débit avec le Doppler œsophagien, mais également l'analyse pression avec l'analyse du contour de l'onde de pression. Il suffit donc de connecter votre moniteur de pression au moniteur Doppler œsophagien, de récupérer ce signal, et l'appareil va également vous proposer tous les paramètres pression après avoir fait une calibration avec la technique Doppler. L'appareil existe depuis très longtemps, ça fait plus de 20 ans que Gamida distribue le produit, et donc il y a beaucoup de recul avec de nombreuses données sur la fiabilité du système, que ce soit versus la technique de référence qui est le cathéter artériel pulmonaire ou versus l'écho transthoracique, etc. Au niveau de la précision, c'est un tableau là qui reprend les différentes technologies pour pouvoir mesurer un débit cardiaque, c'est-à-dire le pulmonary artery cathéter, le PAC, ou alors ODM, le Doppler œsophagien. La technique PPWA, c'est Pulse Pressure Wave Analysis, c'est l'analyse de contours de l'onde pulsée. Et dernièrement, on a aussi des technologies de bioréactance qui apparaissent. Tout en bas du tableau, vous avez la précision des systèmes. Et donc, on voit qu'avec le Doppler œsophagien, on a une précision de 4%. Ce qui veut dire qu'avec un intervalle de confiance, un CI, donc intervalle de confiance à 99%, on a des variations identifiables de 10%. Vous voyez que les autres technologies ne peuvent pas en dire autant. Ce qui est dommage parce que je vous rappelle que dans les RFE de la SFAR, on nous demande de pouvoir identifier des variations de 10%. Et donc, il faut un appareil fiable. Il y a également beaucoup d'études sur l'outcome du patient, donc le bénéfice que va apporter ce monitorage en péropératoire sur la période post-opératoire. Ce sont des études de grande puissance, contrôlées, randomisées. Dans PubMed, il y a plus de 450 publications et il y a des recommandations dans de nombreux pays. Il y a de nombreuses données cliniques sur l'impact et le bénéfice de ce monitorage. Ce sont beaucoup d'études anglo-saxonnes qui se sont intéressées à la réduction des durées de séjour. Et donc, dans tous les cas, grâce à ce monitorage péropératoire, on diminue les durées d'hospitalisation. Que ce soit donc dans différentes indications, l'urologie, colorectale, gynéco, orthopédie, etc. Alors, en pratique, comment on va faire? On va travailler avec une sonde, qui est une sonde à usage unique, qui, à son extrémité au niveau du biseau, présente deux cristaux piézoélectriques. Il y en a un qui émet des ultrasons et un qui réceptionne les ultrasons réfléchis. C'est du Doppler continu et l'angle du biseau est de 45 degrés. Deltex a amélioré son produit il y a quelques années en ayant une surface de diffusion plus large qui permet de trouver le signal sur une fenêtre plus large et donc plus facilement. Donc cette sonde,
elle va s'insérer par la bouche ou par le nez dans l'œsophage, avec 3 repères en fait sur la sonde selon la voie d'insertion choisie. Et puis on va essayer d'aller chercher le signal au niveau de la horne descendante. Alors il y a plusieurs modèles, il y a des modèles pédiatriques, il y a des modèles adultes. Dans tous les cas, ce sont des sondes qui sont mini-invasives. Là, une fois la sonde insérée, il va falloir aller chercher le signal qui sera caractérisé par sa forme et par son bruit. Donc on va valider la position en faisant des mouvements de profondeur et de rotation séparément, et on va chercher un signal qui correspond à une espèce de triangle qui sont les vitesses en fonction du temps. On va rechercher le pic le plus élevé, puis un contour vert autour de chaque pic qui correspond à chaque battement et délimité par des petites flèches blanches. L'appareil peut s'utiliser dans toutes les positions opératoires. C'est vrai qu'il y a des positions plus faciles, des cubitus dorsales, ça va. Il y a des positions plus compliquées, en ventrale ou en latérale, auquel cas on cherchera signal avant de mobiliser le patient pour faire un point de repère à T0, et ensuite on pourra bouger le patient, on retrouvera le signal, etc. Quel que soit le patient, quelle que soit la position, quel que soit le patient, nous savons que nous travaillons avec des patients de plus en plus âgés, dont beaucoup sont arythmiques, ce qui empêche d'utiliser toutes les techniques d'analyse de contour de pouls avec la pression. Avec le Doppler, on peut monitorer ces patients de manière fiable, puisqu'on a la possibilité de moyenner cette arythmie en augmentant le nombre de cycles pour le calcul des paramètres. On peut également utiliser du Doppler œsophagien quand on administre des vasopresseurs, puisque ça n'impacte pas la technique Doppler. Et qu'avec l'ODM+, qui lui aussi travaille avec la technique pression, l'impact des vasopresseurs est limité. Bien sûr, il y a des contre-indications, les varices œsophagiennes, les lésions nasales, les traumatismes faciaux, les carcinomes du larynx, du pharynx ou de l'œsophage. En résumé, l'intérêt de l'ODM+, va se trouver chez des patients fragiles et à haut risque, et ou pour des chirurgies majeures. Vous allez donc avoir une sélection à faire des patients que vous voudrez monitorer. Les messages importants à retenir, c'est que donc le monitorage et l'optimisation hémodynamique pour les patients à risque ou pour les chirurgies lourdes est essentiel, que le remplissage vasculaire doit être guidé par une mesure du volume d'éjection systolique, qu'à l'heure actuelle, l'ODM, le Doppler œsophagien, est le moniteur le plus validé, il est fiable, on sait qu'il diminue les complications en post-opératoire et par conséquent les durées de séjour. Et que dans tous les cas où la technologie ODM a été implantée, on a des retours cliniques et des retours financiers, avec une satisfaction des patients et des économies. Pour vous aider, vous trouverez des informations complémentaires sur le e-learning du fabricant, donc de Deltej. Je vous ai mis le lien sur la diapositive. Bien sûr, c'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Et puis, nous avons aussi toute une série de cartes guides que nous avons développées et qui seront à votre disposition.